Il est 6h du matin ce 18 mai 2001. Le jour est en train de poindre timidement derrière la cime des arbres. Tout est encore très calme à cette heure matinale. On entend quelques oiseaux chanter au loin comme tous les matins aux aurores, et puis une sorte de crépitement. Ça, par contre, c'est inhabituel. Seulement, pour le moment, les routes de campagne de la petite commune de Saint-Jacques-sur-Darnétal, en Seine-Maritime, sont encore quasiment désertes. Thierry Borin, lui, est déjà sur le pied de guerre. L'homme exerce le métier de chauffeur routier et il doit se mettre en route à la première heure s'il ne veut pas être en retard. La route qu'il emprunte habituellement passe au milieu des champs, et notamment devant une grange faite de bois et de tôle. Mais ce matin-là, de petites cendres noires se déposent sur son pare-brise lorsqu'il approche de la petite portion de route. Et il comprend vite pourquoi. La grange est en feu. Thierry gare son camion sur le côté, enclenche ses clignotants et se dépêche de descendre pour s'assurer que personne ne se trouve prisonnier des flammes. Les sens aux aguets, il s'approche du brasier, mais il n'entend rien, hormis le bruit du bois qui craque et cède sous la chaleur du feu. Pas d'appel à l'aide, pas de mouvement de panique, ni de blessés. L'incendie fait tout de même une victime, un cheval, qui est en train de brûler vif sous les yeux de Thierry. Le chauffeur routier a déjà contacté les pompiers, mais lorsqu'ils arrivent sur place, il est malheureusement trop tard pour le pauvre animal, qui n'y survivra pas. Cet événement, aussi horrible soit-il, n'est que le point de départ d'une affaire bien plus sombre encore, et qui pourrait bien vous mettre un peu en colère contre certaines autorités. C'est le moment de vous installer pour l'une des affaires criminelles françaises les plus folles de ces dernières années. Bonjour à tous, je suis le Cogiteur, bienvenue pour cette nouvelle affaire qui aura donc lieu en plein cœur de la France. Juste avant, si vous aimez ce genre de contenu, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines histoires. Merci à vous. La grange de Saint-Jacques-sur-Darnétal n'est plus qu'un tas de cendres, d'amas de poutres carbonisées et de morceaux de métal tordus par la chaleur. Le feu a été maîtrisé par les pompiers qui déplorent tout de même la perte du cheval pris au piège dans l'incendie. La pauvre bête n'avait aucune chance de survie. Une fois la zone sécurisée, les soldats du feu accompagnés de la police fouillent les gravats et soulèvent des planches à la recherche d'autres victimes, mais plutôt humaines cette fois-ci. Car garée devant la grange se trouve une petite voiture grise, carbonisée elle aussi, et dont on n'a pas encore retrouvé le propriétaire. Il ne faut donc pas éliminer la possibilité que là où le conducteur du véhicule est aussi péri dans les flammes. Ce n'est qu'au bout d'un long moment qu'ils obtiennent enfin la réponse à leur question, car les décombres les empêchaient jusque-là d'accéder à l'intérieur de la grange. Une fois déblayés, les policiers avancent jusqu'à ce qu'il leur semble être le départ de l'incendie. Un cadavre humain allongé sur le dos, lui aussi, a été entièrement consumé par le feu, si bien qu'il est strictement impossible de déterminer de qui il pourrait s'agir. La seule chose qui n'a pas brûlé, ce sont les bijoux de la victime, une alliance ainsi qu'une chaîne en or. Ces effets personnels sont récupérés par les policiers, qui comptent bien dessus pour établir l'identité de la victime. Là, je réalise que je suis tellement pauvre qu'on pourrait pas m'identifier en fait. Mais dans ce cas, les policiers n'auront pas besoin des bijoux en or. En effet, la grange était louée par un certain Jean-Jacques Roussel, qui l'utilisait pour ses chevaux. Le fils de Jean-Jacques Roussel, Julien Roussel, est justement venu sur place après avoir appris que l'abri avait brûlé. Les policiers en profitent pour lui montrer l'alliance et la chaîne en or récupérées sur le cadavre de l'inconnu. Ce à quoi Julien répond aussitôt, sous le choc, « Ça appartient à mon père ». C'est donc Jean-Jacques Roussel, le locataire de la grange et propriétaire des chevaux, qui gît sans vie au milieu des débris. La question est maintenant de connaître la cause du décès. Et puis, cet incendie, n'était-il que le fait d'un malheureux accident ? Sinon, cela pourrait signifier que quelqu'un aurait eu des raisons de s'en prendre à Jean-Jacques. Des raisons suffisamment graves pour aller jusqu'à lui ôter la vie. Une autopsie est pratiquée sur le corps de la victime, afin d'éclaircir ce mystère, qui pourrait faire de cette simple affaire de mort accidentelle une enquête pour meurtre. Malgré l'état du cadavre, le résultat est sans appel. Jean-Jacques Roussel a été abattu d'une balle de fusil. L'agriculteur de 57 ans a donc été exécuté
alors qu'il était venu s'occuper de ses chevaux, à seulement 3 km de chez lui. Cette information pétrit d'effroi la communauté locale, et plus particulièrement les habitants de Saint-Jacques-sur-Darnétal. La commune compte à peine plus de 2000 habitants. La plupart se connaissent plus ou moins, et la famille Roussel était très appréciée et respectée dans le village. D'ailleurs, en parlant de famille, où se trouve l'épouse de Jean-Jacques Roussel, Danielle? Les policiers ne cachent pas leur inquiétude à ce sujet, car Julien, le fils, n'a plus de nouvelles d'elle depuis la veille au soir. Julien était sorti avec des amis, et à son retour au milieu de la nuit, il a eu la surprise de trouver la lumière du salon ainsi que la télévision encore allumée. À ce moment-là, il n'avait toutefois pas de raison de paniquer. Il avait eu sa mère au téléphone dans la soirée, et tout allait pour le mieux. À cet instant, Julien se dit que ses parents auront seulement oublié d'éteindre derrière eux, avant de monter dans leur chambre. Et puis, il est plus que tard. Il ne demande qu'à rejoindre son lit pour plonger dans un bon gros sommeil. Donc, il ne se pose pas plus de questions que cela. Une lumière qu'on oublie d'éteindre, ça arrive à tout le monde. Mais la découverte de la mort de son père au petit matin change la donne. Introuvable, Daniel pourrait bien être en danger. Seul quelque part, blessé, détenu contre son gré ou pire encore. Il semblerait en tout cas que quelqu'un s'en soit violemment pris aux époux Roussel cette nuit-là. La situation est gravissime. Jean-Jacques étant déjà mort, les policiers craignent le pire pour Daniel et organisent d'immenses battues dans les champs et les forêts autour du domicile de la famille pour la retrouver avant qu'un second drame n'endeuille la région. Pendant 2 jours, les recherches se multiplient sans relâche, mais ne donnent rien. Ce n'est qu'un événement à première vue sans lien avec cette histoire qui va enfin jeter toute la lumière sur l'effroyable destin des époux Roussel. Voilà déjà plus de 48 heures que les policiers ratissent les forêts et les routes à la recherche de Daniel Roussel. Du côté de l'enquête pour meurtre concernant son mari Jean-Jacques, il n'y a pas ou peu d'avancement. Le feu a dévoré toute trace ADN et détruit les possibles preuves qui auraient pu se trouver à proximité du cadavre. En ce qui concerne le mobile du crime, c'est encore plus incompréhensible. Qu'a-t-il bien pu se passer pour qu'un couple comme tout le monde, sans la moindre histoire, se trouve plongé au cœur d'un fait divers aussi sordide? La réponse se trouve peut-être juste sous le nez des policiers. Plus précisément à Beauce, une petite ville située à seulement 8 km de Saint-Jacques-sur-Darnétal, soit une dizaine de minutes en voiture. Ce dimanche 20 mai à 23h30, Pascal Big, un gendarme du coin, patrouille avec son coéquipier. Alors que la nuit promettait jusque-là d'être calme, les 2 hommes reçoivent un appel radio, leur demandant de se rendre rue de l'Église, car un véhicule se trouverait arrêté en plein milieu de la route, avec un homme vraisemblablement ivre à l'intérieur. Et on s'amuse comme on peut. Vous buvez jamais seul dans votre voiture le soir, pas loin d'une église? Vous êtes bizarre. Quoi qu'il en soit, Pascal Big et son collègue sont sur place en un battement de cils. La voiture, une Fiat Uno blanche, est effectivement stationnée sur la chaussée. Les gendarmes ne parviennent pas à voir son conducteur, comme si celui-ci s'était penché sur le siège passager, ou qu'il farfouillait quelque chose à terre. Mais c'est certain, il y a quelqu'un dans ce véhicule. Prudemment, il s'avance du côté conducteur, dont la portière est ouverte. Lampe torche à la main. L'agent Big demande à l'homme, dont il ne voit toujours pas le visage, si tout va bien. Pour toute réponse, l'inconnu sort de sa voiture, dos au gendarme, puis se retourne d'un coup sec en braquant un fusil sur les hommes en uniforme. Pascal et son collègue s'attendaient à tout, sauf à se retrouver sous la menace d'un fusil en pleine nuit. La surprise les saisit, mais leur expérience sur le terrain leur permet d'avoir la bonne réaction et de ne pas céder à la panique. La scène se déroule en quelques secondes à peine. Pascal tente d'abord de parlementer calmement pour désamorcer la situation et le mettre, lui et son collègue, hors de danger. Mais l'individu, d'une stature massive et impressionnante, répond d'une voix tranchante qu'il n'est pas là pour bavarder. Ah! Les gendarmes comprennent vite que la situation est inextricable. L'homme qui pointe son fusil sur eux est plus que déterminé. Dès lors, la seule façon pour eux de se défendre, et surtout de se placer d'égal à égal, est d'utiliser leurs armes de service. Pascal Big tend doucement la main vers l'étui de son pistolet, mais il est coupé net dans son geste par la voix glaciale de l'inconnu. « Si tu fais ça, t'es mort, je te bute. » Bon, monsieur est un peu tendu visiblement. La situation s'envenime un peu plus, et le pouls des 2 gendarmes commence à battre à un rythme effréné. Le forcené peut tirer à tout moment. Le collègue de Pascal Big tente une dernière approche. Il s'adresse à son tour au conducteur de la Fiat Uno. «
qui concentre toute son attention sur lui pendant une microseconde. Le temps juste suffisant pour Pascal de réagir, en frappant leur agresseur à la tête avec sa lampe torche. Oui, mais voilà, l'homme est une masse, et il ne fait même pas mine de s'écrouler. Sa réponse au coup qu'il vient de recevoir est immédiate. Le policier entre dans son viseur, et il appuie aussitôt sur la détente. Un geste qui met fin à la vie du gendarme. Sauf que, clic. Eh oui, à la place de la balle, c'est un léger clic qui se fait entendre. Un petit ressort vient de lâcher dans le fusil, et le coup n'est pas parti. Profitant de cet instant de flottement, Pascal et son collègue fondent tous les deux sur l'homme pour tenter de le désarmer et de le menotter. Malheureusement, même à 2 contre 1, le criminel prend le dessus et parvient à s'enfuir à pied, sans son arme, que les gendarmes parviennent à lui arracher. Ce n'est que mon avis, bien sûr, mais si Monsieur Big, vous passez par là et que vous regardez cette vidéo, faut vous mettre à jouer au loto très vite. L'information est évidemment communiquée à tous les postes de police de la région. Un individu extrêmement dangereux vient de s'enfuir après avoir tenté de tuer un gendarme. La traque est lancée, mais c'est sur les lieux de la confrontation même que les choses vont vraiment devenir intéressantes. En effet, dans la précipitation, l'inconnu a abandonné son sac de sport, son écharpe et sa parka. À l'intérieur du sac, les gendarmes mettent la main sur un document peu commun. Il s'agit d'un papier officiel signé du juge d'application des peines. Une permission de sortie. L'homme qui a tenté d'assassiner Pascal Big n'est donc pas un enfant de cœur. Pire, la permission expirait au 15 avril, ce qui veut dire qu'il est tout bonnement en cavale depuis plus d'1 mois. L'identité du fugitif n'est pas longue à trouver, puisqu'elle est renseignée sur ce document. Il s'agit d'Alfred Petit. Tandis que l'alerte est officiellement lancée pour retrouver le prisonnier en fuite le plus rapidement possible, les supérieurs de Pascal et de son collègue ainsi que d'autres gendarmes et la police arrivent sur place pour les premières constatations. Elles commencent logiquement par le véhicule que conduisait Alfred Petit. Et c'est peu de dire que les forces de l'ordre vont commencer à s'inquiéter en ouvrant le coffre, car il est maculé de sang. Mais c'est une surprise d'une autre envergure qui les attend lorsqu'ils relèvent la plaque d'immatriculation pour savoir à qui appartient la petite Fiat Uno blanche. C'est celle de Daniel Roussel, la disparue qu'ils recherchent sans relâche depuis 2 jours. Et ce n'est pas tout, car après vérification, le sang relevé correspond sans le moindre doute à celui de Daniel. Même si on ne connaît pas encore le lien qui existe entre Alfred Petit et les époux Roussel, au vu de la quantité d'hémoglobine présente dans le coffre, le pire est à présent envisagé. Le lendemain, les efforts conjoints de la gendarmerie et de la police finissent par payer. Alfred Petit est appréhendé en pleine nature, entre un cimetière et un champ de colza où il s'était construit une petite tente de fortune, précisément entre le domicile de ses parents et celui des époux Roussel. Sa cavale l'a tellement épuisé qu'il se laisse passer les menottes sans résistance, un peu hagard. Cependant, il nie toute implication dans le meurtre de Jean-Jacques Roussel et la disparition de Daniel, refusant de répondre à la moindre question. Alfred Petit se mure dans un mutisme qui ne le quittera plus. Même le lendemain, mardi 22 mai, date à laquelle Daniel Roussel est enfin retrouvé. Comme les policiers et les gendarmes le craignaient, il est malheureusement déjà trop tard. C'est un promeneur qui fait la macabre découverte en marchant de bon matin le long de la Seine. Tout à coup, il s'arrête. Ce qui ressemble à un corps de femme est en train de flotter sous ses yeux. Les pompiers et la police repêchent les restes du cadavre de Daniel, qui sera formellement identifié par la suite. Seulement les restes, oui, car elle a été méticuleusement démembrée. C'est en fait son tronc que le témoin a découvert flottant sur la Seine. Plus tard, on repêchera ses bras et ses jambes, mais sa tête, quant à elle, ne sera jamais retrouvée. La cause de la mort n'est pas tellement une surprise pour les enquêteurs, qui se sont déjà forgé une opinion sur le sujet. C'est un coup de fusil à l'abdomen qui a achevé Daniel Roussel. Interrogé, Alfred Petit se déclare encore et toujours complètement innocent. Bah oui, le sang d'une victime dans le coffre de sa voiture volée par le suspect, ça prouve rien. Va falloir mieux faire votre boulot les flics. Une prise de position plus qu'audacieuse à la vue des preuves qui s'accumulent contre lui. Car non seulement Alfred Petit se trouvait au volant de la voiture appartenant à Daniel Roussel, le coffre rempli de sang de celle-ci, mais en plus de cela, il s'avère que le fusil de chasse dont il s'est servi lors de l'altercation avec les policiers est une arme bien particulière. Il est équipé de cartouches de la marque Brennecki, mais ce lot particulier n'est plus produit depuis très longtemps.
Or, ce sont bien ces cartouches en question qui ont été utilisées dans le double meurtre. Dès lors, tout le monde se dit que ce ne sera qu'une question de formalité pour prouver la culpabilité d'Alfred Petit. Et si vous pensez ça aussi, sachez que le combat n'est pas encore gagné pour la justice, car bon nombre d'erreurs ont été commises, et vont encore l'être au cours de l'enquête qui s'apprête à être menée. Mais pour bien saisir tous les enjeux de notre histoire, il faut d'abord comprendre qui est Alfred Petit. Vous ne serez sûrement pas étonné de savoir que l'enfance d'Alfred Petit n'avait rien de conventionnel. Au moment où il vient au monde, le 16 juillet 1965, à Mont-Saint-Aignan, ses parents vivent déjà complètement repliés sur eux-mêmes. Personne ne connaît vraiment la famille Petit. Le bambin se voit attribuer le même prénom que son père, Alfred, et sa sœur quelques années plus tard, le même que sa mère. Nous avons donc Alfred et Victoria, parents d'Alfred et Victoria. Bon, pour éviter qu'on ne patauge avec les prénoms dans la suite de l'histoire, on parlera d'Alfred Petit, père, et Alfred Petit, fils, les deux Victoria n'ayant qu'une moindre importance dans notre affaire. Il serait toutefois injuste de ne pas relever le fait que la mère d'Alfred Petit est la seule personne qui démontre un tant soit peu d'affection à ses enfants. Résultat, Alfred fils adore sa mère. A l'inverse, il éprouve une crainte morbide à l'égard de son père, qui tient toute sa famille sous son joug dominateur. Tout le monde a fort intérêt à se plier aux ordres et aux désirs de ce tyran domestique, qui n'hésite pas à utiliser ses poings pour asseoir son autorité, ou à contrôler l'utilisation de la chasse d'eau et de la douche à la maison. Alfred fils grandit sous un contrôle et une pression constante. Comme il lui est strictement interdit de se faire des amis ou d'inviter qui que ce soit chez lui, l'adolescent ne développe aucune relation sociale. Les habitants de la commune sont même parfois témoins de la violence du père à l'égard de son fils, qu'il tyrannise aussi lors de leurs rares sorties en famille. Cela a pour effet de créer une ambiance encore plus délétère, qui nuit aux enfants, car tout le monde redoute de croiser ce père brutal et sanguin. D'autant plus qu'il n'exerce pas n'importe quel métier. Alfred Petit-Père est un agent des compagnies républicaines de sécurité, autrement dit, un CRS. Une profession qui contribue à alimenter la crainte de tous ceux qui le connaissent. Mais le comportement violent d'Alfred Père, s'exportant aussi sur son lieu de travail, ses collègues éprouvent aussi une très forte animosité envers lui. En fait, tout le monde le déteste religieusement. Et c'est malheureusement pour ça que le père de famille va devenir de plus en plus paranoïaque. Au début de sa carrière déjà, Alfred Père explique à sa femme et à ses enfants que le métier qu'il fait est extrêmement dangereux, et que beaucoup de personnes pourraient chercher à s'en prendre à lui, ou même à eux, en guise de représailles. C'est notamment pour cette raison qu'il interdit tous les liens sociaux à Alfred fils et à sa sœur Victoria, et qu'il les garde cloîtrés entre quatre murs dès qu'ils rentrent de l'école. Un discours que le CRS n'aura de cesse de répéter à son fils au fil des années, en exagérant toujours plus les menaces qui pèsent sur eux, au point d'en arriver à voir des complots se tramer tout autour de lui. Ses collègues, ses voisins, la boulangère, tout le monde lui veut du mal. C'est dans cette atmosphère de complète paranoïa qu'Alfred évolue pendant toute son enfance et son adolescence. Avec le temps, et sans personne pour le contredire, il finit par être persuadé que son père a raison, et que le monde entier en a après eux. Mais par-dessus tout, Alfred fils développe une véritable phobie de l'uniforme. Et qui ne le comprendrait pas, avec un père qui le martyrise et passe son temps à le frapper en tenue de CRS. Il y a de quoi devenir un peu frileux vis-à-vis des représentants des forces de l'ordre. Quoi qu'il en soit, le jeune homme continue de grandir et se développe physiquement, jusqu'à devenir un adulte à l'allure peu commune. Pour être un peu plus clair, ce n'est pas le genre de type avec qui vous avez envie d'en venir aux mains. En gros, vous prenez 4 cogiteurs, vous les assemblez et vous avez un Alfred Petit. Taillé d'une seule masse du haut de son mètre 80, Alfred Petit-Fils est ce que l'on nomme communément une armoire à glace. Il a les cheveux longs, le regard noir et vide à la fois, et un air mauvais sur le visage. Ce physique singulier lui vaut d'ailleurs le doux surnom de Conan le Barbare. C'est vrai que ça ne sonne pas comme une invitation à faire ami-ami. Mais on est d'accord pour dire que si c'est juste parce qu'il a une carrure d'ours, ce n'est pas si grave. Le problème justement, c'est qu'Alfred fils n'a pas mérité ce sobriquet seulement pour son physique. Il n'a en effet que 19 ans et met déjà le pied dans l'engrenage d'un parcours criminel ultra violent. Manque de peau pour lui, à l'âge de 19 ans, Alfred Petit-Fils doit effectuer son service militaire obligatoire.
Un devoir citoyen auquel, jusqu'en 1997, personne ne pouvait échapper s'il ne voulait pas se voir attribuer une peine de prison ferme. Le jeune homme n'a donc d'autre choix que de prendre sur lui, pour baigner quotidiennement dans cette marée d'uniformes, jusqu'à ce qu'il ait accompli l'entièreté de son service. Seulement, tout ne va pas se passer comme prévu. Il est affecté à la base aérienne de Mérignac, et se trouve en garde de nuit lorsqu'une recrue vient le relever à 2h du matin, comme convenu. Mais Alfred a alors une réaction inattendue. Il braque le militaire avec son arme, un geste qu'il expliquera devant le conseil de discipline en prétextant qu'il s'était assoupi et qu'il a réagi sous le coup de la surprise. Malheureusement pour lui, l'acte est trop grave et l'excuse ne passe pas. En guise de sanction, Alfred Petit écope de 20 jours d'arrêt. Et, plus douloureux encore, il voit aussi sa peine de service militaire rallongée de 10 jours. 2 ans plus tard, le voilà enfin totalement dégagé de ses obligations légales. Il circule tranquillement dans les rues de Saint-Étienne-du-Rouvray, une ville proche de Saint-Jacques-sur-Darnétal. Ce jour-là, 3 policiers en patrouille effectuent des contrôles routiers. Il faut croire que la bonne étoile d'Alfred n'est pas souvent là, car c'est sur lui que ça tombe. Le souci, c'est que le Conan le barbare de Normandie n'était pas en route pour aller s'acheter un paquet de bonbons, mais plutôt pour commettre un gros cambriolage. Et comme il faut être un minimum équipé pour que le plan réussisse, c'est tout un arsenal d'armes à feu et d'objets à peine suspects qu'il a balancé dans son coffre avant de prendre la route. Alors autant dire que ce contrôle inopiné, ça ne l'arrange pas franchement. Le voleur n'a ni l'envie que les policiers viennent fouiller dans son coffre, ni de temps à perdre. Aussitôt son véhicule arrêté, il ouvre la portière et saute sur l'un des policiers, qui l'attrape par la nuque en le menaçant avec un fusil à canon scié. Les collègues du gardien de la paix réagissent au quart de tour. S'ensuit une sorte de mêlée chaotique pendant laquelle Alfred Petit parvient à saisir l'arme de service de son otage et tire. Cette fois-ci, l'arme ne s'enraye pas et la balle atterrit dans le ventre du policier qu'il maintient toujours fermement contre lui. L'agent des forces de l'ordre, gravement touché, frôle la mort, mais finit heureusement par se remettre de sa blessure. En fin de compte, c'est plutôt une bonne nouvelle pour Alfred, qui, après avoir pris la fuite, est rapidement appréhendé, et doit à présent répondre de faits extrêmement graves, mais qui auraient pu l'être davantage si sa victime n'en avait pas réchappé. Victime que, soit dit en passant, Alfred Petit père connaît plutôt bien, car les 3 policiers qui ont tenté d'effectuer le contrôle routier ne sont ni plus ni moins que des collègues du CRS. Il est d'ailleurs de notoriété publique que personne ne porte le père dans son cœur, ce qui fait hurler celui-ci au complot. Un coup monté contre son fils afin de lui porter directement atteinte. Prenons un peu de recul. C'est vrai qu'Alfred fils n'a pas essayé de tuer un policier. Ce dernier est donc mis en examen pour tentative de meurtre et écope de 15 ans de prison. À 21 ans seulement, le voilà déjà condamné à passer une grande partie de sa jeunesse derrière les barreaux. Enfin, en théorie, parce qu'en pratique, les choses vont se passer d'une manière bien différente. Voilà déjà 3 ans qu'Alfred Petit purge sa peine entre les murs de la prison de Caen. 3 ans, c'est beaucoup. Il en a marre de moisir dans sa cellule alors qu'il pourrait se promener à l'air libre. Alfred veut sortir de là, et c'est exactement ce qu'il va faire, d'une façon assez spectaculaire. Pour cela, il saisit une occasion particulière, son transfert de la prison vers un hôpital de la région, où il doit subir une intervention chirurgicale. Et ce n'est pas sur le trajet qu'il va saisir sa chance. Eh bien, une fois arrivé dans l'enceinte de l'hôpital, où, escorté par 2 policiers armés, il est préparé pour le bloc. Le prisonnier est entravé par ses menottes pendant toute la procédure. Mais il ne va évidemment pas pouvoir être anesthésié et opéré avec ses bracelets au poignet. Juste avant d'entrer au bloc, on lui retire donc les menottes. Les policiers sont toujours présents, vigilants et attentifs, mais peut-être pas assez. Sitôt qu'il a les mains libres, Alfred se jette sur l'un des 2 policiers, sur lequel s'abat soudain un déchaînement de violence extrême. Il le frappe de toutes ses forces et va même jusqu'à tenter de l'étrangler. La suite se déroule comme dans un film. Alfred s'empare de l'arme de service de l'agent qu'il vient de passer à tabac et tire un coup de feu en l'air pour montrer à tous qu'il sait parfaitement se servir d'un revolver et qu'il n'hésitera pas à tirer sur ceux qui oseraient lui barrer le chemin. Alfred Petit, qui n'a jamais aussi bien porté le surnom de Conan le barbare, attrape le policier à demi conscient, puis le tire jusqu'à l'extérieur de l'hôpital en s'en servant comme d'un bouclier humain. Il arrête le premier taxi qu'il croise, et en le menaçant de son revolver, le prend en otage à la place du policier, qui l'abandonne sur le trottoir avant de s'évanouir dans la nature.
Le tout en slip. Je trouvais la précision importante. Le problème avec Alfred, c'est qu'il n'est pas vraiment doué pour la cavale. Il ne faudra que quelques heures pour qu'il soit retrouvé par les forces de l'ordre et arrêté. C'est quand même beaucoup d'efforts pour quelques heures de promenade. Et puis, surtout, cela lui vaudra une nouvelle condamnation de 10 ans de prison. Une peine qui s'ajoute à la première, dont il n'avait effectué que 3 années. De 1990 à 2001, il ne fait plus de vagues. Il semble avoir compris la leçon pendant ses 11 années de prison. Alors le juge d'application des peines se montre plus clément avec lui. En effet, le but de la majorité des personnes incarcérées, c'est la réintégration au sein de la société. C'est en tout cas un idéal vers lequel tend l'administration pénitentiaire, bien que certaines personnes ne puissent jamais être libérées à cause du fait qu'elles constituent toujours un danger pour les autres. Ce n'est visiblement pas le cas de celui qu'on appelait jadis Conan le Barbare, ou c'est en tout cas ce que semble penser le juge, qui accorde plusieurs permissions de sortie à Alfred. D'ailleurs, l'ancien criminel semble lui donner raison, car dans un premier temps, tout se passe pour le mieux. À chaque fois, il se présente sagement à la prison en temps et en heure. Il a certes commis une tentative de meurtre, fait preuve de comportements extrêmement violents et baigné dans la criminalité la majeure partie de sa vie, mais on croit en sa reconversion. Dans le but de favoriser sa réinsertion, Alfred se voit ainsi délivrer une 3e permission de sortie pour le week-end de Pâques en 2001. Sur le document officiel, il est précisé que cette sortie vise à renforcer les liens familiaux. Problème, Alfred Petit a l'interdiction formelle d'entrer en contact avec ses parents, la justice considérant qu'ils exerceraient une mauvaise influence sur lui. Durant cette permission fixée à 3 jours, le détenu doit donc loger dans un foyer désigné à l'avance par le juge d'application des peines. Mais Alfred, il en a rien à faire. La preuve en est, son père vient le chercher en personne devant la prison, alors même qu'il a l'interdiction formelle de s'en approcher. Alfred père ainsi qu'Alfred fils se rendent tous deux au foyer où est censé loger ce dernier. Ils déposent quelques affaires, puis repartent aussitôt, direction le domicile familial. Dès lors, Alfred fils disparaît des radars de la police. L'occasion est trop belle. Personne n'est là pour l'obliger à se présenter devant le centre pénitentiaire au moment où sa permission de sortie prend fin. Bien évidemment, Conan le Barbare ne va pas s'y rendre lui-même. Le multirécidiviste a réussi à berner la justice en adoptant un comportement irréprochable lors de ses 2 premières permissions. Alors bien sûr, lorsqu'un détenu bénéficiant d'une permission de sortie ne revient pas au centre pénitentiaire dans le délai imparti, il est officiellement en cavale. Ce qui est donc officiellement le cas d'Alfred Petit ce 15 avril, au moment où sa permission expire. Un mandat d'arrêt est émis contre lui le lendemain matin, et c'est tout. Rien. Strictement rien ne sera mis en œuvre par la justice pour le retrouver. Aucune instruction judiciaire n'est ouverte, ce qui signifie que personne ne se lance à la recherche du détenu. Pourtant, il aurait suffi qu'une brigade de gendarmes se rende chez les parents Petit pour trouver leur détenu en cavale et le ramener à la prison de Val-de-Reuil. Ce déplacement, ils ne l'opéreront que 3 semaines plus tard. Un laps de temps qui a permis à Alfred Petit d'assassiner en toute liberté Daniel et Jean-Jacques Roussel. La raison ? Celui qu'on surnomme Conan le Barbare à cause de sa corpulence massive, mais aussi de ses actes criminels violents, n'est pas considéré comme quelqu'un de potentiellement dangereux par la justice française. Je vous avais dit que ça vous énerverait. Mais lorsque le tronc de Daniel Roussel est découvert, l'opinion publique monte au créneau. Des pétitions récoltent des milliers de signatures pour que les lois changent et se durcissent vis-à-vis des multirécidivistes, tels qu'Alfred Petit. Car s'il y a bien une chose dont personne ne doute, c'est bien de la culpabilité du criminel de 36 ans. Quand bien même, ce dernier décide de se murer dans un mutisme insupportable. Il se tait, ne fait pas la moindre déclaration et cela va durer pendant tout le procès. Les preuves, elles, parlent pour lui, car on retrouve non seulement du sang de Daniel Roussel en grande quantité dans le coffre de la voiture qui lui appartenait et qu'Alfred Petit conduisait, mais aussi sur le jean que le suspect portait au moment de son interpellation nocturne à Bosse, ainsi que sur un gant abandonné dans ce même véhicule. L'extérieur du gant est maculé du sang de Daniel, et l'intérieur comporte des traces d'ADN d'Alfred Petit. Et ce n'est pas tout. Rappelez-vous, le fusil avec lequel Alfred a braqué les gendarmes cette même nuit était chargé avec des cartouches qui ne sont plus fabriquées et qui ont été celles utilisées pour abattre les victimes. De plus, il est certain qu'il se trouvait dans les parages au moment des meurtres, car un autre agriculteur l'avait trouvé dans sa grange, voisine à celle de Jean-Jacques Roussel.
mais aussi du domicile des petits, et l'y avait chassé quelques jours avant. Malgré ses preuves accablantes en ce qui concerne le meurtre de Daniel Roussel, Alfred Petit se dit innocent. Il refuse d'ailleurs de se soumettre à toute analyse médicale et test ADN, ce qui force les enquêteurs à ruser en lui proposant une cigarette et en récupérant le mégot pour obtenir son ADN et le comparer aux prélèvements en leur possession, comme celui du gant par exemple. C'est tout de même un comportement étrange pour quelqu'un qui n'a strictement rien à se reprocher et qui pourrait ainsi se voir définitivement innocenté. Le procès d'Alfred Petit s'ouvre à Rouen 2 ans et demi après les meurtres des époux Roussel, le 8 décembre 2003. Les enfants du couple assassiné, Julien et Stéphanie, attendent de nombreuses réponses et espèrent surtout que l'accusé consentira enfin à leur donner des explications. Car pour l'heure, les enquêteurs ne peuvent qu'imaginer ce qu'il a pu se passer au moment des meurtres. Alfred aurait été surpris par Jean-Jacques alors qu'il se cachait dans sa grange, et il l'aurait tué pour ne pas être dénoncé, tout comme Daniel, qui serait arrivé quelques temps plus tard, s'inquiétant de l'absence de son mari. Sauf que jusque-là, le suspect ne fait aucun aveu, et n'a pas non plus donné le moindre début de mobile. Ce ne sont donc que des suppositions. Et de plus, elles sont mises à mal par une phrase qu'Alfred Petit lâche devant les gendarmes lors de son audition. Je ne dirai rien, parce que je sais très bien que si je vous disais la vérité, je n'aurais plus la moindre chance de sortir de prison un jour. Une déclaration qui laisse planer l'ombre d'un mobile autrement plus terrible. Malheureusement, dès le début du procès, le criminel annonce la couleur. Il est complètement innocent dans cette affaire et, ne se sentant pas concerné par le double meurtre, ne s'exprimera pas à ce sujet. Et effectivement, Alfred Petit ne changera pas de position durant toute la durée de son procès. Même lorsque son père va, lors d'un étonnant retournement de situation, se retrouver au cœur de la tempête. Un témoin de dernière minute fait en effet son apparition, en clamant ni plus ni moins qu'Alfred père a aidé son fils à commettre le double meurtre. Ce témoin s'appelle Dominique Lemauviel, et il avait déjà appelé plusieurs fois les gendarmes à l'époque des meurtres, pour déclarer qu'il avait vu quelque chose d'important. Mais personne ne lui a jamais prêté attention. Il réexplique donc qu'il est lui aussi passé devant la grange de Jean-Jacques Roussel lorsqu'elle était en feu le matin des crimes. Selon lui, il était 6h10, et il aurait aperçu non pas un, mais 2 hommes quitter le chemin menant à la grange. Le premier a particulièrement attiré son attention, car sa démarche était claudicante, un peu étrange. Dominique Lemauviel est certain qu'il s'agit d'Alfred père. Une certitude réaffirmée lorsque le juge demande à l'ancien CRS de traverser la salle d'audience, devant tout le monde, afin que le témoin puisse confirmer ses dires. C'est un bouleversement de taille qui secoue tout le procès. Face à cette accusation, Alfred père sort de ses gonds, hurle comme un hystérique et n'hésite pas non plus à insulter et menacer le président de la cour d'assises ainsi que les forces de l'ordre présentes sur place. La police doit l'évacuer manu militari et le procès est renvoyé pour supplément d'informations. L'implication du père dans ces meurtres, après tout, cela ne paraît pas être si incohérent. On connaît le personnage, ses accès de violence et de rage. Et dans les locaux de la gendarmerie, on n'ignore pas non plus son obsession pour les théories du complot, les visant son fils et lui. C'est vrai, Alfred père aurait tout à fait pu vouloir aider son fils lors de sa cavale. Et c'est d'ailleurs ce qu'il a fait en l'hébergeant chez lui. Mais serait-il allé jusqu'à tuer ? La question est posée, et un détail troublant ressurgit dans la mémoire des enquêteurs. Daniel Roussel a été démembré, mais pas de n'importe quelle façon. Les découpes étaient presque chirurgicales, sans tremblement ni hésitation, et surtout, sans s'y reprendre à 2 fois. La tête a d'ailleurs été tranchée d'un seul coup net. Ce détail démontre que le coupable a l'habitude d'utiliser des couteaux de boucher et qu'il sait exactement à quel niveau des articulations il doit placer son arme pour les détacher du corps. Cela requiert une dextérité et une habileté qui n'est pas donnée à tout le monde. Rien dans le passé d'Alfred Petit-Fils ne suggère qu'il possède ce genre de connaissances. En revanche, devinez qui est en possession d'un diplôme de charcutier ? Alfred Petit le père. Il a travaillé en tant que tel avant d'être recruté au sein des CRS, il y a des années de cela. Mais il n'a pas perdu le geste, car depuis toujours, il tue ses propres animaux pour sa consommation personnelle. 5 jours après la demande du report du procès, plusieurs dizaines d'agents de la police scientifique se rendent donc au domicile des petits, pour passer la maison et la voiture au peigne fin, mais aussi saisir les couteaux de boucher du père, qui en possède une belle collection. Mais après 3 ans trop tard,
L'espoir d'y retrouver ne serait-ce qu'une micro-trace d'ADN appartenant à Daniel Roussel est extrêmement mince. Le mystère aurait pourtant été résolu si le témoignage de Dominique Lemoviel avait été pris en compte et que les couteaux avaient été saisis et analysés juste après le double meurtre. Malheureusement, le temps ayant fait son œuvre, cette recherche ne donne rien. Toute la famille Petit, la sœur et la mère y compris, se considèrent alors comme les victimes d'un complot monté contre eux et estiment que la justice les persécute. Quoi qu'il en soit, il est bien à présent question de 2 coupables et non plus d'un seul. Mais Alfred Petit le père décide d'emporter tous ses secrets dans la tombe, en mettant fin à ses jours par pendaison, 1 mois environ après les fouilles opérées par la police à son domicile. Dans une lettre laissée en évidence, il continue à clamer son innocence. Pour certains, ce geste est celui du désespoir, lié à l'acharnement judiciaire et à la pression du procès. Pour beaucoup d'autres, il n'est rien de plus qu'une forme d'aveu, le père n'ayant jamais été condamné et reconnu coupable. Alfred Petit-Fils est de nouveau le seul à pouvoir être jugé pour les meurtres des époux Roussel. Il continue à nier et à se taire au plus grand désarroi de la famille des victimes, ce qui ne fait qu'apporter plus de doutes encore quant à toute cette histoire. Malgré tout, il est reconnu coupable du double meurtre et finalement condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, assorti d'une peine de sûreté de 22 ans. Conan le Barbare sera incarcéré pendant 5 ans à la maison d'arrêt de Bois d'Arcy, dans les Yvelines, avant de sauter la vie de la même façon que l'avait fait son père quelques années plus tôt. Il met ainsi un terme définitif à cette terrible tragédie, à propos de laquelle subsistent de nombreuses interrogations, dont le mobile même du crime. Mais pour les enfants Roussel, ce geste est aussi la garantie ultime, finalement, de ne plus jamais croiser la route du multirécidiviste. Voici pour cette affaire française totalement folle. Si vous êtes arrivé jusqu'au bout, écrivez prison en commentaire. Si vous avez oublié de vous abonner, n'hésitez pas à le faire, c'est juste là, et à liker la vidéo, ça m'aide beaucoup. Je vous remercie de m'avoir regardé, je vous dis à très bientôt. Bye.